Bonjour à tous et bienvenue sur Histodote. Un nouveau remix d'une de mes anciennes vidéos avec aujourd'hui le tournoi fatal du roi Henri II. Et comme pour le soldat inconnu, j'ai ajouté un complément d'infos avec les principaux protagonistes de cette histoire. Alors, prêt à participer au tournoi des tournelles? C'est parti! Il fait très chaud en ce 30 juin 1559. C'est le troisième jour des festivités pour célébrer la paix retrouvée entre la France et l'Espagne, par le biais de deux mariages. Celui de la fille du roi de France Henri II, Élisabeth, avec le roi d'Espagne Philippe II, mais aussi celui de Marguerite, la sœur du roi, avec le duc de Savoie. Ces deux mariages font partie des clauses des traités de paix du Cateau-Cambrésis. Une paix défavorable à la France, puisqu'elle perd plusieurs provinces et doit renoncer définitivement à ses prétentions sur l'Italie. Seule consolation, Calais redevient française après 200 ans d'occupation anglaise. Ce troisième jour est consacré à une joute, une pratique devenue désuète avec la fin de l'époque médiévale. Mais Henri II veut perpétuer cette tradition en endossant le costume, ou plutôt l'armure, d'un roi chevalier, tout comme son père François Ier. Il sait qu'il n'aura plus guère d'occasion de prouver sa valeur et sa bravoure. Pour ce faire, on a dépavé la rue Saint-Antoine que l'on a recouverte de sable. On a dressé une lice et monté des tribunes où de nombreux spectateurs ont pris place. Parmi ceux-ci, deux femmes retiennent l'attention. Deux rivales dont le cœur bat pour le même homme, le roi. Sa femme d'abord, Catherine de Médicis, qui est très inquiète. Elle, qui consulte régulièrement astrologues et autres médiums, a reçu la prédiction que le roi devait éviter les duels dans sa 40e année. Et c'est justement l'âge du roi. Plus loin se tient Diane de Poitiers, sa favorite depuis 20 ans, et qui, à plus de 60 ans, n'a rien perdu de son éclat et de sa beauté. Le roi continue d'ailleurs de porter ses couleurs. Tel une vedette, le roi est le dernier à entrer en lice, en tant que tenant, c'est-à-dire qu'il reçoit les défis des autres jouteurs. Son premier adversaire n'est autre que son futur gendre, le duc de Savoie. Les deux hommes plaisantent avant de s'élancer l'un contre l'autre. Ils se heurtent violemment, le duc vacille, et le roi est déclaré vainqueur sous les acclamations de la foule. Catherine, n'y tenant plus, demande au duc de Nemours d'aller supplier le roi en son nom de cesser de jouter. Mais avant que celui-ci n'ait eu le temps de transmettre son message, un deuxième assaut est annoncé avec le duc d'Aumale. Cette deuxième passe est encore plus violente que la précédente. Mais une nouvelle fois, le roi est déclaré vainqueur. Et même s'il est acclamé, la foule commence à se disperser sous l'effet de la chaleur. Nemours a enfin rejoint le roi. Et s'il paraît agacé de la démarche du duc, qui l'incite aussi à arrêter,
Il accepte d'obéir à la reine, mais après, un ultime défi. C'est au tour de Gabriel de Montgomery, capitaine de la garde écossaise, de se présenter. Pas très emballé à l'idée d'affronter le roi. Vous comprendrez bientôt pourquoi. Ce nouvel assaut surpasse encore les précédents. Les lances se brisent sur les écus et le résultat semble indécis. Mais devinez quoi? Le roi est encore déclaré vainqueur. Mais Henri n'est pas satisfait de cette victoire, vexé d'avoir été ébranlé par le capitaine. Il demande une nouvelle manche. Mais le juge-arbitre du tournoi refuse de déroger aux règles de la chevalerie. Mais le roi insiste tellement qu'il finit par céder. Il est tellement pressé d'en découdre qu'il en oublie de fixer la visière de son aume et se lance sur son adversaire sans attendre le signal de départ. Montgomery, surpris, éperonne à son tour, mais lui n'a pas eu le temps de changer de lance. Le choc est terrible, et les deux chevaux s'affaissent sur la croupe. Si celui de Montgomery se rétablit rapidement, il n'en est pas de même pour celui du roi. Son cheval part de biais, et le cavalier ballotté tente de se cramponner à l'encolure, avant de finalement tomber dans les bras de ses valets. On l'allonge sur un banc, et on lui retire délicatement son aume. Un flot de sang jaillit de son visage. La lance a pénétré son œil gauche, où sont fichées des échardes de bois, qui s'enfoncent profondément dans le crâne par les sinus. On lui rince le visage, tandis que Montgomery, affolé, se précipite à son chevet. Il demande au roi son châtiment, qu'on lui coupe la main, puis la tête. Le roi lui sourit et lui répond faiblement qu'il n'a fait que lui obéir. Ironie de l'histoire, son père avait failli tuer le roi François Ier dans une bataille de boules de neige. On réussit à le remettre debout, et en le soutenant, on le conduit jusqu'à son hôtel des Tourlelles, où il est allongé sur un lit. Dans un souffle, il confie au duc de Guise qu'il aurait mieux fait d'écouter la reine, et commence à se frapper la poitrine en récitant la prière des mourants. Catherine, au comble de la douleur, s'est évanouie plusieurs fois. Elle est persuadée que le roi va mourir. Le célèbre astrologue Nostradamus ne l'a-t-il pas écrit 4 ans plus tôt dans son recueil de prophéties? Pourtant, son premier réflexe est d'envoyer un huissier à l'hôtel de Diane pour récupérer les bijoux de la couronne qu'Henri a offert à sa maîtresse. Mais Diane refuse, prétextant que le roi est encore en vie. Ni l'intervention du chirurgien Ambroise Paré, qui fera couper des têtes de condamnés pour étudier la blessure, ni le médecin Vézal, venu de Bruxelles, ne pourront le sauver. Henri II meurt dans d'atroces souffrances le 10 juillet 1559. Cette mort mettra un terme définitif à la pratique du tournoi en France. Catherine de Médicis a eu 10 enfants, dont 7 ont atteint l'âge adulte. 3 de ses fils sont devenus rois de France: François II, Charles IX et Henri III. Et 2 de ses filles sont devenues reines: Élisabeth, en épousant Philippe II d'Espagne, et Marguerite, la fameuse reine Margot, de son union avec le futur Henri IV. Mariage qui sera annulé par le pape 17 ans plus tard. Elle meurt en 1589 à l'âge de 70 ans avec la satisfaction
du devoir accompli. Henri II n'a jamais eu d'excellent rapport avec son père François Ier. Et pour cause, enfant, celui-ci l'avait laissé otage de Charles Quint en Espagne avec son frère François. Une captivité de 4 ans qui aura de lourdes conséquences psychologiques sur le futur souverain. Et si je vous disais que Diane de Poitiers n'a aucun rapport avec cette ville et cette région? En effet, sa famille est originaire du Dauphiné, plus précisément d'un lieu-dit nommé Pétieux, d'où sans doute une déformation de ce nom en Poitiers. Diane aurait rencontré et réconforté Henri pour la première fois lors de son départ en captivité en Espagne, en échange de son père François Ier. À son retour, déçu par celui-ci, il se serait alors tourné vers Diane et Anne de Montmorency, les seuls à lui avoir témoigné de l'affection. C'est François II qui succéda à son père Henri II, mais malade, il ne régna qu'1 an. À sa mort, sa femme Marie Stuart, reine d'Écosse, retourna dans son pays natal, mais dut renoncer à son trône. Considérée comme une menace par la reine d'Angleterre Élisabeth Ier, elle fut emprisonnée 18 ans avant d'être exécutée en 1587. Vous avez dit malédiction? Gabriel de Montgomery, l'auteur du coup de lance fatal, participa aux guerres de religion dans le camp protestant. Capturé par les catholiques à Domfront dans l'Orne, il fut condamné à mort et exécuté le 26 juin 1574 sous les yeux de Catherine de Médicis, presque 15 ans jour pour jour après le tournoi des Tournelles. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites révisions estivales. Retour à la rentrée avec de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, avec moi, faites vivre l'histoire! Salut!